Bonjour tout le monde, merci pour votre participation aujourd'hui au webinaire de comment éviter le plagiat en utilisant Scopus et Mendeley. Nous avons aujourd'hui aussi M. Karim Aïch du Maroc. Merci Karim pour votre volonté à partager votre expérience et votre présentation aujourd'hui. Donc, je donne la parole. Merci Nadine. Merci à Elsevier Scopus Mendeley pour cette occasion qui m'a permis, bien sûr, de présenter un peu mon expérience et de partager mon savoir sur ce domaine-là et sur l'utilisation des outils Elsevier, à savoir Mendeley Scopus, pour, premièrement, référencer mon travail, rechercher, trouver des sources et des références, et aussi pour éviter le plagiat. Aujourd'hui, nous allons traiter comment éviter le plagiat en utilisant correctement, c'est-à-dire par un usage correct, des outils Mendeley et Scopus. Permettez-moi de me présenter. Je suis Karim Aïch. Étudiant doctorant au laboratoire de droit international et sciences politiques, analyste des relations internationales et sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient, membre du Centre méditerranéen d'études et de recherche internationale et communautaire CIRIC-MED et du Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité CIRPEC et aussi au Centre démocratique arabe. J'appartiens à l'université Mohammed V, Rabat au Maroc. Mon intervention aujourd'hui traitera une introduction au plagiat. Qu'est-ce que ça veut dire plagiat? Les sources du plagiat, les conséquences et comment éviter bien sûr le plagiat en utilisant, c'est-à-dire par un usage de Mendeley et un usage de Scopus. Et nous aurons une séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Pour une introduction au plagiat, qu'est-ce que ça veut dire le plagiat? Monsieur Michael Siedel cite le plagiat est un problème issu d'un manque de créativité en copiant les expressions des autres. Et aussi, il ajoute, il est difficile de définir le plagiat vers un sens plus précis. À un niveau élémentaire, il s'agit de copier les textes d'autres auteurs et les utiliser que s'ils sont les siens. Ces citations sont issues de son livre Copyright in the Networked World. Les causes évidentes du plagiat. Bien sûr, c'est un essai de gain de temps dans la vie d'un travail à rendre ou à présenter, parce que parfois, l'étudiant, le chercheur, se sent dépassé par le temps et qu'il ne pourra pas avoir des idées, c'est-à-dire créer une analyse, chercher et trouver à temps les textes qu'il doit présenter, alors il aura recours au plagiat. Aussi, c'est un problème qui est très récurrent dans le domaine de la recherche à l'université, c'est-à-dire le copiage, le plagiat des recherches, des résultats, des méthodes, des analyses. C'est un problème très, très connu, bien sûr, par le corps des enseignants et les pairs. C'est aussi à cause de l'ignorance des droits d'auteur, parce que chaque travail émanant d'un chercheur, d'un auteur, d'un savant, a bien sûr il a ses droits, ses propres droits sur son propre travail qu'il faut toujours respecter. Et bien sûr le pipotage, à savoir qu'il faut remplir le travail de recherche et le gonfler pour qu'il puisse apparaître bien consistant alors qu'il est rempli de plagiat. Nous pourrons ajouter ici un autre cas, c'est que l'étudiant, le chercheur, ne maîtrise pas la langue et les techniques de rédaction. Donc, pour qu'il puisse donner un rapport, donner une étude, un article, une recherche,
il a recours au plagiat en copiant les expressions, les paragraphes, les phrases tels qu'ils sont et les considérant comme les siens. C'est aussi à travers le copiage, c'est-à-dire des images et des vidéos d'autres sites web, en les utilisant, en les collant à ses propres présentations et papiers. Parfois, et la plupart du temps, les chercheurs piochent dans Internet en cherchant sur Google un certain nombre d'images, de vidéos, et les prenant, puis les collant à leur recherche sans citer les sources, bien sûr, considérant comme si sont leur propre conception et travail. Donc, c'est aussi produire une vidéo en utilisant des photos et des captures, voir des parties d'autres vidéos et ou utiliser des sons régis par des droits d'auteur comme des bandes son, parce que la plupart mixent les musiques et les sons avec des images, sachant qu'ils appartiennent à d'autres artistes, d'autres personnes, d'autres narrateurs dont les droits d'auteur sont garantis. C'est aussi produire et interpréter la musique d'un autre artiste bénéficiant des droits d'auteur sur ses chansons, comme bien sûr les covers qu'on remarque qui sont devenus tendance actuellement. C'est aussi composer un morceau de musique qui copie massivement une autre composition produite. Ça, c'est du ressort des artistes, bien sûr. Le plagiat concerne aussi les idées, c'est-à-dire qu'on copiera les idées d'autres chercheurs à l'identique et on suit le même cheminement pour notre propre étude et recherche. Qu'on utilise les mêmes données, c'est-à-dire qu'on va prendre une étude, un sondage, une expérience, des résultats et les collons à nos recherches, à nos sondages, les considérant comme des choses que nous l'avons fait alors qu'ils appartiennent à d'autres. Et dans le domaine informatique, le plagiat aussi, c'est de copier des programmes, des logiciels informatiques à travers des codes, des lignes de code, de logiciels de programmation. Et aussi, et finalement, c'est-à-dire prendre un produit, c'est-à-dire d'une teneur créative, à savoir des designs, des modèles, des styles, des templates, et les utilisant pour ses propres objectifs de recherche, de présentation, d'élocution publique, sans en avoir le droit de les utiliser. Les multiples facettes de plagiat sont essentiellement copier du texte, c'est-à-dire à partir des livres pour des chercheurs comme nous. C'est copier des textes, copier des idées, copier des données, des statistiques, copier des schémas, des codes, des lignes de code pour les informaticiens, pour les programmeurs, et copier aussi les résultats et recommandations parfois des chercheurs sans hâte et sont pressés par le temps, donc ils copient des recommandations, des résultats qui se trouvent en fin d'expérience, en fin d'études pour ses propres besoins de recherche. Et cela induit à un vol de la propriété intellectuelle. C'est un travail, c'est un acte abominable qui nuit à la recherche et pose la question d'éthique de la recherche, à savoir est-ce que ces travaux de recherche sont authentiques, sont véridiques, sont justes, est-ce qu'ils appartiennent vraiment aux chercheurs, est-ce qu'ils reflètent la réalité parce qu'ils sont des travaux copiés, parfois émanant d'autres environnements, d'autres cultures et d'autres périodes historiques. Donc, la question d'éthique, qui est une question majeure dans la recherche, et que le chercheur devra y pencher et en avoir connaissance et conscience durant ses travaux de recherche, bien avant qu'il puisse commencer à rédiger son travail. Et au summum de facettes, il y a le copier-coller, le CTRL-C, CTRL-V, ce fléau qui touche, c'est-à-dire le monde et la sphère de recherche
au niveau mondial. On verra qui sont les sources du plagiat, d'où on pioche, bien sûr, les textes. Eh bien, à la première place, il y a Internet, parce que tout le monde, à la première recherche, il se pense sur Internet, il ouvre Google, il ouvre Internet Explorer, Bing, il commence à chercher. Pour les spécialistes, c'est Google Scholar et les bases de données, Scopus et d'autres. Donc, ils trouvent les articles et ils commencent à les copier sans pour autant respecter les droits de ces chercheurs qui ont fourni, bien sûr, un effort considérable. Et aussi les publications sur support matériel à savoir les livres, les journaux, les articles publiés sous format papier, et aussi sur des bandes son, c'est-à-dire des CD, des disquettes de données. Donc, les chercheurs y recourent à ces supports papier en utilisant le copier-coller, c'est-à-dire en rédigeant, c'est-à-dire prenant le texte tel qu'il est sur le livre et le tapant sur le travail de recherche, y compris aussi les autres matériels ou les autres matériaux où le chercheur copie les images et les éléments y figurant. Et aussi la documentation grise, à savoir les revues, c'est-à-dire non indexées, les articles libres circulant sur Internet, et aussi une autre source, c'est l'échange des documents entre chercheurs, c'est-à-dire qu'un chercheur conçoit un travail, il le passe à un autre chercheur sur la base duquel celui-ci construit son travail de recherche, etc., etc. On évoque aussi un autre phénomène, c'est l'autoplagiat ou le recyclage, à savoir que le chercheur prend un ancien travail qu'il a fait et qu'il le paraphrase, le recycle, change la composition des phrases, des paragraphes, rajoute de la ponctualité, de la ponctuation et modifie un peu, c'est-à-dire un ancien travail, en le collant à un nouveau travail qu'il présentera à son encadrant à la publication scientifique au monde. Le plagiat est bien sûr avec ses conséquences parfois dramatiques. Le recours au plagiat dans les travaux de recherche cause la non-prise en considération du travail parce que ce travail-là, il échappe à l'authenticité. Il ne peut pas être considéré comme un travail authentique, comme un travail bien sûr émanant d'un chercheur, comment dire, d'un chercheur bien sûr qui respecte les règles élémentaires des droits d'auteur, règles de l'éthique de recherche scientifique et parfois ça cause l'exclusion de ce chercheur de l'université, soit pour une période limitée dans le temps, soit pour une période définitive. Pour certaines universités et certaines institutions, ils conduisent automatiquement le chercheur à un redoublement automatique, c'est-à-dire que les chercheurs partent refaire l'année. Et ça induit aussi à une perte d'année, c'est que lorsque le jury constate l'usage de plagiat, il décide, il tranche, il arrête à ce que le chercheur perd l'année en cours et doit se représenter l'année suivante. Cela induit, bien sûr, l'usage de plagiat induit un manque de crédibilité du travail scientifique, de crédibilité du chercheur lui-même, et parfois, si les auteurs constatent l'usage de leurs travaux dans des recherches et des ouvrages
et des présentations, bien sûr, publiées au public, ils peuvent engager des poursuites judiciaires à l'encontre de plagiat. Le plagiat, bien sûr, peut conduire à des scandales académiques et médiatiques. Et nous évoquons ici le cas de l'annulation de la thèse de doctorat de l'avocat Arash Darambarch à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a été un scandale de retenti au niveau international et qui a déstabilisé le corps professoral universitaire, mettant la crédibilité du corps enseignant et de l'université Sorbonne, c'est-à-dire sous le doute. Il y a aussi cette information-là sur l'existence d'articles, mais de différents auteurs. Bien sûr, ces articles-là, s'ils sont publiés sur d'autres revues, c'est qu'ils sont des revues qu'on appelle des revues prédatrices, des revues dont les articles ne sont pas revus par les pairs et ne sont pas indexés, et dont, bien sûr, un travail de vérification, de correction, de lecture est absent, des revues prédatrices qui prônent l'argent, la contrepartie, pour publier sans soucier des règles de l'éthique en matière de recherche scientifique. Et c'est pour cela que nous avons pris l'objet de ce webinaire pour expliquer et pour un petit peu orienter la réflexion des chercheurs et le réflexe à recourir à des outils bien indexés, à des outils authentiques, à des outils revus qui respectent la communauté scientifique, où l'effort est déployé pour garantir l'authenticité, la crédibilité de la recherche, en l'occurrence les outils Scopus. Pour éviter le plagiat, des mesures draconiennes ont été prises par plusieurs universités. Nous citons ces exemples de chartes, c'est-à-dire des mesures draconiennes par les universités à travers des chartes universitaires et l'usage de logiciels. Pour les chartes universitaires, nous allons prendre l'exemple d'une charte, c'est-à-dire de l'université Hassan Ier Astat au Maroc, c'est-à-dire l'université Hassan Ier de Stade et aussi l'université internationale de Rabat, dont l'article 5, bien sûr, stipule des sanctions disciplinaires diverses à l'encontre du chercheur recourant au plagiat dans ses travaux, à savoir le blâme, l'annulation du diplôme préparé, l'exclusion de l'université, comme on a dit tout à l'heure, l'exclusion définitive et aussi l'exclusion de tout établissement public, c'est-à-dire à travers une publication, une annonce qui informe le public, c'est-à-dire le corps de chercheurs national sur le recours de ce chercheur, de ce professeur au plagiat dans son travail. Pour les autres mesures, il y a aussi le recours à l'usage de logiciels. Pour mon université, bien sûr, à travers le Centre national de recherche scientifique et technique, le CNRST, et son institut, c'est-à-dire Institut Maroc d'information scientifique et technique, l'IMIST, bien sûr, ils ont acquis une solution anti-plagiat qui est accessible, bien sûr, aux corps enseignants-chercheurs et aux étudiants du cycle doctorat de toutes les universités publiques au Maroc. Les conditions pourront bénéficier, c'est-à-dire de ce logiciel, c'est que il n'y a pas de conditions pour les professeurs. Ils doivent être inscrits, bien sûr, aux institutions publiques affiliées au Centre national de recherche scientifique et technique. Et pour les doctorants, ils doivent être inscrits en deuxième année
à condition qu'ils présentent une demande auprès de leur centre de doctorat. Pour les mesures alternatives légales que le chercheur peut utiliser pour éviter le plagiat, c'est-à-dire recourir aux bonnes pratiques, aux règles de l'art, en citant ses sources, bien sûr en indiquant la source de la partie copiée, c'est-à-dire de créer des renvois, c'est-à-dire des renvois en bas de page, des renvois en fin de l'article, en fin du travail, c'est-à-dire en créant, c'est-à-dire la bibliographie et la liste des références. Bien sûr, il faut toujours garder une copie de la source. Parfois, le jury demande de rapporter les sources construisant le travail de recherche. Il faut toujours faire un travail de comparaison des différentes sources, parce qu'en pas en prenant une citation d'un auteur que l'auteur parfois authentique dans son usage de ce texte. Parfois, on trouve que l'auteur lui-même a copié et a pris cette citation comme citation aussi dans son travail de recherche. Et il faut faire un effort aussi de critiquer la source, de voir sa fiabilité, son authenticité, son exactitude, à travers, bien sûr, une revue comparée, c'est-à-dire une revue de littérature et une revue critique, et qui permet par la suite de croiser les sources pour enfin produire une valeur ajoutée, qui est la valeur ajoutée de travail de recherche demandé. Et comme on a dit tout à l'heure, il faut toujours établir une liste de références, que ce soit une liste de références comme son nom l'indique, ou une liste bibliographique. Pour cela, on passera à un petit rappel sur la méthodologie de référencement. Bien sûr, pour citer ces ressources, il faut mentionner l'origine, il faut garder une copie, c'est-à-dire qu'on récapitule. Il faut mettre le texte entre guillemets et en italique, bien sûr, pour la citation. Porter le document en annexe si la citation est trop longue, c'est-à-dire qu'on ne va pas copier une page ou deux d'une autre ressource, mais de la mettre en annexe pour bien la porter en valeur. Sinon, la mettre en encadré au milieu de texte en citant, bien sûr, ses sources, c'est-à-dire son auteur, son année d'édition, et aussi par création de renvoi en note de bas de page ou renvoi en fin du travail. Bien sûr, à côté des citations, on a aussi les références. C'est-à-dire, si on ajoute des références à notre travail de recherche, c'est qu'on doit toujours lister, c'est-à-dire ces références à travers une liste des citations. Il faut toujours respecter les formats, c'est-à-dire des formats standards reconnus au niveau international, que ce soit American Psychology Association ou d'autres standards de format de référence. Et bien sûr, pourquoi pas ajouter des précisions supplémentaires. Pour la bibliographie, il faut toujours lister les ouvrages, pas forcément les ouvrages utilisés pour les citations, mais aussi des ouvrages dont la lecture, l'étude a permis de construire les idées, la méthodologie, le cheminement, le raisonnement, la problématique. Il faut aussi les citer, les différencier entre les publications primaires, les publications secondaires, bien sûr, les revues, les articles et cela, en respectant une forme normalisée, c'est-à-dire titre, année d'édition, maison d'édition, et aussi une absence de citation liée, c'est-à-dire si on utilise une citation, on doit bien sûr utiliser la source de citation dans la bibliographie. Et pour qu'on puisse avoir tous ces éléments-là d'une manière correcte et d'une manière standard
est organisée, on pourra avoir recours à des solutions informatiques conçues spécialement pour un référencement qui respecte les règles d'éthique et qui facilite le travail de chercheurs et rend le référencement, le travail de bibliographie et le travail de classement des documents et de leur sélection facile et efficace, à savoir des outils, des solutions informatiques de la maison d'édition Elsevier, Mendeley, outils de référence, et Scopus, base de données, d'articles, d'ouvrages et de citations. Pour cela, nous utiliserons Mendeley, c'est-à-dire nous allons nous pencher sur cet outil informatique incontournable qui est Mendeley. Mendeley contient Mendeley Desktop, une solution software qu'on installe sur PC, et Mendeley Research Network, qui est le site de Mendeley sur Internet. Bien sûr, ce logiciel contient plus de 6 millions d'utilisateurs à travers le monde, des dizaines de milliers d'institutions, universités, centres de recherche et laboratoires. Il a une large éventail de champs de recherche, c'est-à-dire en ajoutant votre référence, vous pouvez avoir plusieurs champs de recherche dans votre référence à remplir et à corriger. Et il est composé, comme on a dit, de deux éléments indissociables, synchronisables, c'est-à-dire le Mendeley Research Network, qui est un site de sociobibliographie. Sociobibliographie fait référence à bibliographie et référence à social, c'est-à-dire qu'il contient un réseau social de recherche, réseau social académique, et pas un réseau social comme nous savons pour les autres, c'est-à-dire bleu, vert et autre chose. Et une solution software installée sur PC qui est une application individuelle de travail sur poste permettant la gestion et rédaction de bibliographie. Mendeley cherche bien sûr à créer une dynamique de travail collaboratif et social dans le milieu de la recherche et de la publication scientifique en mettant l'accent sur le partage du savoir à travers les références, c'est-à-dire qu'il contient un réseau social de recherche et que la bibliographie de chaque chercheur recueille durant son travail, c'est-à-dire qu'il peut intégrer toute sa bibliographie de recherche dans ce logiciel, dans Mendeley Software, qui est automatiquement synchronisable sur Mendeley Research Network, qui permet aux chercheurs d'accéder à sa base bibliographique où qu'il soit dans le monde et à travers les différents outils informatiques, tablettes, laptops et aussi téléphone portable, à condition d'installer bien sûr le software, le logiciel Mendeley Desktop. Les avantages, c'est que c'est un recours gratuit à un logiciel pour organiser toute sa bibliographie, facilite aussi la mise en forme dans une production scientifique. Il facilite le recueil des références bibliographiques et les classements, c'est-à-dire les classements de ces références. On souligne ici l'importance de son stockage gratuit en ligne. Et il facilite aussi de son interface utilisateur et bien sûr qui est ergonomique, permet aussi de faciliter le travail. Il ouvre le droit à un espace en ligne de stockage de type cloud, c'est-à-dire que le document que vous portez sur le desktop Mendeley est automatiquement téléchargeable à Mendeley Network. Mendeley Network, il est conservé dans votre profil sur Internet et consultable là où vous voulez, c'est-à-dire à la maison, à la bibliothèque, dans votre travail, bien sûr, et même si vous voyagez à l'étranger ou ailleurs. Mendeley peut être utilisé soit en ligne, comme Mendeley Web, et synchronise l'ensemble des données entre Mendeley Desktop et Mendeley Web qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, cette solution informatique
d'utilisation, c'est-à-dire de grande importance. Permet de conduire des recherches initiales, c'est-à-dire de chercher pour la recherche et d'organiser la recherche et lire et collecter les idées. Il peut aussi permettre de rédiger un papier, une revue ou avoir une demande de bourse. Il peut compiler une bibliographie, organiser les références, citer et rédiger. Mendeley aussi soumet une dissertation pour appréciation, c'est-à-dire lorsqu'on a conçu une dissertation, on l'a rédigée, on peut créer un groupe privé en invitant des encadrants et des pairs qui sont inscrits à Mendeley, leur soumettre le travail de dissertation et par la suite suivre leurs réponses et commentaires. Mendeley permet aussi de suivre des projets collaboratifs ou des travaux de laboratoire de recherche et à travers la création d'un groupe privé, ajouter bien sûr ces recherches dans ce groupe ou des draft papers, les soumettre au groupe pour appréciation, pour aussi annotation et collaboration afin que l'ensemble des collaborateurs dans ce groupe privé puissent rédiger ce papier et le compléter. Mendeley permet aussi d'identifier des collaborateurs et des partenaires, c'est-à-dire en construisant son propre profil de recherche et de se pencher sur le répertoire afin de trouver des profils similaires, des profils intéressants ou des groupes aussi intéressants pour les suivre et entrer en contact avec eux afin d'échanger et de collaborer et de travailler ensemble. Mendeley permet aussi de créer la veille, à savoir suivre des tendances, faire sa propre promotion, c'est-à-dire de ses travaux, de son profil, et aussi en ajoutant son propre contenu et déclencher un débat sur ses propres travaux, sur ses propres idées, afin de recueillir les différentes remarques, les différentes réactions, les différentes discussions sur un travail donné. Il fait contre soi-même et bien sûr sa recherche, et cela à travers bien sûr un profil bien rédigé, bien rempli, bien construit et des publications, c'est-à-dire sur son propre mur, parce que Mendeley a un mur pour chaque profil, et aussi à travers le suivi des relations que le chercheur a dans Mendeley. L'interface Mendeley se compose, c'est-à-dire du Mendeley Desktop, c'est-à-dire du logiciel installé sur votre PC, de la barre de menu, de la librairie, c'est-à-dire la librairie où vous pouvez créer en cliquant sur le bouton Add Folders. On peut créer des dossiers et au sein de chaque dossier, on peut ajouter des références. Vous remarquez ici que j'ai créé déjà des bibliographies, des bibliothèques anglaises, arabes, françaises et des dossiers spécifiques en relation avec mon champ de recherche qui est le Moyen-Orient. Et vous allez remarquer ici qu'il y a un champ qui permet de rechercher soit par auteur, soit par metaname, par sujet. Ça, c'est le catalogue des références où sont juste à poser les références, les ouvrages, les articles que j'ai déposés pour chaque dossier. Et pour chaque référence, bien sûr, nous avons une fiche de référence qui contient son titre, le journal où il a été publié, l'année de publication, le volume, bien sûr, c'est-à-dire le nombre de pages ou bien les pages où se trouve cet article et le DOI, c'est-à-dire le code, c'est-à-dire de l'article et d'autres informations très, très intéressantes qui seront bien sûr visibles dans la fiche de chaque référence. Pour ajouter les citations d'une référence, il faut installer le
plugin, bien sûr, plugin de Mendeley Site sur le site web de Mendeley, qui, ce plugin s'ajoute à votre Word Office avec cette icône-là, parce que lors de l'installation de Mendeley, on proposera un module d'aide à la rédaction bibliographique s'il détecte bien sûr que Microsoft Word ou OpenOffice ils sont installés sur votre machine. C'est-à-dire que le logiciel Mendeley Desktop détecte Word et vous propose d'installer le plugin comme suite. Voilà cet écran-là. On clique sur le Mendeley Site et on accède à notre profil qu'on a déjà créé sur Mendeley Desktop ou Mendeley Website. Et puis, lorsqu'on a un profil qui est synchronisé avec la bibliographie que j'ai montrée tout à l'heure, cette bibliographie-là, il me sera facile d'intégrer une citation, c'est-à-dire que lors de mon installation de Mendeley et qu'il me propose ce desktop, je pourrais bien sûr installer une citation ici et une note de bas de page en utilisant bien sûr une insertion bibliographique sur le Mendeley Site qui s'ajoute comme plugin à mon document Word. Pour plus d'approfondissement, je vous invite à la chaîne YouTube d'Elsevier Africa, où nous avons déjà présenté Mendeley comme un gestionnaire de références et un réseau social à l'adresse web suivante. Et dans la fiche, et comme suite, bien sûr, c'est un webinaire que nous avons effectué sous, bien sûr, la supervision de Madame Nadine Iskandar le 30 septembre 2020. Je vous invite vivement à y accéder afin de bénéficier de ces tutoriels et de son explication détaillée. L'usage de Mendeley comme outil de citation permet non seulement d'éviter le plagiat, non seulement de copier, de faire des copier-coller, mais de respecter les règles de l'art, l'éthique lors de la rédaction d'articles de thèse scientifique. Il permet aussi de faciliter le travail d'un chercheur et de le placer dans les normes internationales de travaux de recherche et lui permet de bénéficier de la base de données Scopus parce que le profil créé à Mendeley permet aussi d'ouvrir le site web scopus.com. On va se poser la question, qu'est-ce que c'est la base de données Scopus? Scopus, ce sont 77 millions d'enregistrements, plus de 77 millions, avec 68 millions d'enregistrements après 1970, y compris des références, avec plus de 6,5 millions d'enregistrements avant 1970, allant jusqu'à 1788, avec plus de 8,5 millions d'articles à accès libre et plus de 9 millions d'actes de conférences. Il est aussi plus de 24 600 titres actifs, c'est-à-dire consultables constamment, plus de 23 500 journaux revus par les pairs, avec 4 000 revues en accès Gold Open, plus de 740 séries de livres, c'est-à-dire tome 1, tome 2, tome 3, plus de 300 publications commerciales et plus de 8 000 titres d'éditeurs internationaux, c'est-à-dire les éditeurs internationaux, y compris Cambridge University Press,
et les Institute of Electronics Engineers. C'est aussi plus de 194 000 ouvrages, y compris les monographies, les tomes, les références majeures de travail et des ouvrages de graduation de niveau, c'est-à-dire les ouvrages de cours pour les étudiants en phase d'apprentissage avant le doctorat. Ces ouvrages, ils ont un focus sur aussi les sciences sociales, les arts et l'humanité, et aussi les sciences, technologies et médecine. De ces ouvrages et de ces enregistrements et de cette base de données, c'est 105 pays avec 40 langues et une mise à jour quotidienne des journaux, actes de conférences, livres, séries de livres. Les chiffres clés, en résumé, c'est 16 millions, plus de 16 millions d'auteurs, plus de 77 millions d'enregistrements et plus de 70 000 affiliations, c'est-à-dire institutions, universités, centres de recherche, y compris des institutions gouvernementales. C'est plus de 5 000 c'est-à-dire plus de 5 000 maisons d'édition, plus de 70 000 institutions, c'est-à-dire profils, et c'est-à-dire le pourcentage de publications des sciences de santé avoisinant les 30%, avec les sciences physiques, les 28%, les sciences de vie, 15%, et les sciences sociales, 26%. C'est plus de 25 100 titres, dont 12 400 en sciences sociales, 13 000 en physique, en sciences physiques, et 14 000, plus de 14 000 en sciences de santé, et plus de 7 000 publications en sciences de vie. Ce sont des chiffres mis à jour, bien sûr, en janvier 2020 du site web elsevier.com. Ici, le taux de couverture, c'est-à-dire le nombre de publications et le taux de couverture par rapport aux concurrents, c'est que Scopus, il couvre plus de 54% de la demande de recherche par rapport au continent nord-américain, à 193% pour le continent sud-américain et plus de 236% pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. En Europe, c'est 75% parce qu'il y a une concurrence féroce entre les différentes bases de données, et à 220% en Asie et 225% en Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui prouve l'importance majeure et la place primordiale qu'occupe la base de données Scopus dans le monde de recherche au niveau international. Les avantages de Scopus, c'est que c'est une grande base de données, de citations, d'indexation, de littérature scientifique évaluée par les pairs. C'est-à-dire qu'il y a un comité scientifique rigoureux, neutre et professionnel qui lit et apprécie les publications, c'est-à-dire qui sont indexées dans la base de données, afin d'éviter les publications prédatrices et les publications non sérieuses. C'est un outil intelligent qui permet de suivre, d'analyser, visualiser l'impact de la recherche et les tendances du monde scientifique, avec un comité indépendant d'experts pour la sélection des documents couverts dans Scopus. Il génère des résultats précis de recherche, de citation, de mise à jour automatique des profils de recherche de chercheurs, en créant des connexions riches entre les gens, idées publiées et des institutions. Il protège l'intégrité des registres savants et consolide la performance des institutions de recherche, leur rang et leur réputation. Scopus est choisi
par les grandes institutions académiques et financières depuis 2004 et il fournit conjointement une qualité et couverture supérieure des données Scopus avec une technologie, une analyse et des analyses avancées, c'est-à-dire en une seule solution. Il permet aussi de combattre les publications prédatrices, les publications prédatrices, oui, je dois corriger ça, et protège aussi l'intégrité de la recherche savant en rendant le flux de travail plus efficace et efficient et permet aux bailleurs de fonds d'optimiser leur investissement dans la recherche scientifique. Bien sûr, il permet une recherche rapide des citations revues par les pairs et inscrites, c'est-à-dire ces citations à la base des références. L'usage de citations sur Scopus, c'est en cherchant les citations, en listant les articles intéressants issus d'autres disciplines, c'est-à-dire que l'usage de citations à travers Scopus permet la recherche et le listage. Il permet aussi de s'ouvrir à d'autres auteurs et d'autres choix d'indexation des mots et de citations. Il permet de suivre les tendances, des discussions des sujets après la date de publication de l'article contenant la citation. Par exemple, avec la publication du premier article sur la COVID-19, on pourra, à travers la base de données Scopus, suivre l'ensemble des articles qui sont indexés au-delà du premier article publié. Et comme ça, le chercheur pourra suivre l'ensemble des évolutions et des débats que la communauté scientifique a sur ce virus, ses symptômes, ses résultats, ses mutations et les possibilités, c'est-à-dire de le guérir. Et j'ouvre une parenthèse pour inciter tout le monde à respecter les règles, c'est-à-dire les pratiques sanitaires, les règles barrières, de porter la bavette, de respecter la distanciation sociale, de laver les mains constamment avec de l'eau, du savon et de mettre le gel alcoolisé, c'est-à-dire à l'entrée de chaque administration, dans la maison, de chaque endroit, et de se préserver loin des personnes infectées et de respecter les règles d'hygiène comme incité dans les protocoles, bien sûr, de protection et que tout le monde soit protégé. Oui, on ferme la parenthèse. Scopus permet de créer une bibliographie, bien sûr, et une liste de lecture, et il crée une citation overview. Cette citation overview, et c'est quand, c'est-à-dire nous créons c'est-à-dire une citation overview, c'est la citation que nous pouvons créer à partir c'est-à-dire de résultat de recherche d'une citation dans la barre d'outils citation overview. Il nous permet aussi de trouver les différents documents liés à cette citation recherchée figurant dans les résultats. Pour ce faire, il faut démarrer le document search et c'est-à-dire tapant la citation, bien sûr, dans la barre de recherche, un certain nombre de résultats va apparaître et on choisira, c'est-à-dire une ligne de ce résultat pour cliquer dessus afin de voir la citation. En cliquant sur la citation, bien sûr, on aura la possibilité d'avoir le nombre de citations et les années de ces citations. Et si on choisit, bien sûr, de cliquer sur un nombre de citations, on aura l'ensemble des années, c'est-à-dire les années de publication de ces citations dans la page de résultats. Pour travailler avec
the citation overview, c'est-à-dire pour travailler avec les résultats de ce citation overview, dans la page de résultats, c'est-à-dire la page de résultats, bien sûr, où figurent les documents de résultats de la citation recherchée, on va sélectionner, c'est-à-dire la citation. Il nous permettra de voir le nombre de fois que ce document, que la citation a été faite, à côté, bien sûr, de la barre de résultats en haut à droite. On pourra trouver aussi plus de documents par un auteur sélectionné en cliquant sur le nom d'auteur. Et si on retourne à la citation en cliquant sur le bouton Back, on aura plusieurs schémas et graphiques sur ces résultats qu'un bouton, qu'en cliquant sur Analyze Results, bien sûr, on pourra les avoir. On pourra aussi avoir des documents secondaires, mais qui ne sont pas, bien sûr, figurant sur la base de données Scopus, mais quand même ils sont listés en cliquant sur View Secondary Documents. Pour ouvrir un document lié dans une liste de résultats de citation de Overview Citation, on démarre le Document Search parce que la base de données Scopus, c'est en langue anglaise. De la liste des résultats affichés, on sélectionne le document, c'est-à-dire qu'on veut voir son citation. On clique sur la citation Overview et comme ça, la citation Overview page s'ouvre. Et ça, c'est pour, bien sûr, les documents liés. Tout à l'heure, on a vu les citations, c'est-à-dire les documents liés à la citation. Maintenant, on verra les documents liés au document de la citation. C'est un autre cheminement et ce sont presque des documentations, c'est presque de la documentation secondaire. Pour faire ces démarches-là et bénéficier de cet outil Scopus pour chercher les citations, il faut créer un compte. Lorsqu'on clique sur Create an account, on aura cet écran pour remplir les informations. Après avoir reçu un email de confirmation, on tombe directement dans la page du profil. Bien sûr, pour pouvoir utiliser la Citation Overview, on a soit par subject area, par titre ou par publisher. Si on utilise le subject area, on doit renseigner, bien sûr, le champ de recherche, sciences sociales, pharmacologie, médecine ou autre chose. Pour moi, c'est les Political Sciences and International Relations. Je l'ai sélectionné et il s'affiche comme Subject of the Research, comme Subject Area pour ma recherche et il m'affiche 636 résultats. Pour savoir plus, j'ai listé un ensemble de ressources qui seront disponibles bien sûr à travers cette présentation lorsqu'il sera téléchargé sur la page Elsevier Community, Elsevier Africa et le canal YouTube de Elsevier Africa. Je vous remercie pour votre intérêt et je cède la parole à Madame Nadine pour pouvoir présenter les questions que le public, bien sûr que les chercheurs ont posées dans la boîte de questions-réponses.
À vous, Nadine. Merci. Merci beaucoup, Karim. Merci pour cette présentation très informative, très bénéfique pour tous les participants. Quelques questions qui étaient tellement intéressantes. Euh, Par exemple, est-ce que Elsevier fournit un logiciel d'anti-plagiat? La réponse c'est que non. Elsevier ne fournit pas un logiciel de anti-plagiat, mais Elsevier fournit des autres outils comme Scopus, qui est une base de données de bibliographie, d'indexation, de citation, de référence, et Mendeley, qui est un gestionnaire de références pour vous aider à éviter le plagiat, comme M. Karim vient de nous démontrer. Il y a des questions sur quels sont les logiciels d'anti-plagiat fournis en Algérie, au Maroc ou bien en Tunisie. Donc, je vous invite tous à consulter votre institution, le site de votre institution ou bien le site du consortium de votre pays, que ce soit CNUDEST en Tunisie ou bien l'IMIST au Maroc ou le CERIST SNDL en Algérie pour voilà, identifier les logiciels fournis par votre institution ou votre consortium pour l'anti-plagiat. Aussi, il y a des questions sur le pourcentage acceptable de plagiat. Donc, ça diffère d'un champ de recherche à l'autre. Par exemple, les recherches dans le domaine de mathématiques tolèrent plus de plagiat que les autres domaines. Donc, vous devez consulter avec vos supérieurs et aussi à travers des logiciels de plagiat d'autre qualité pour vous donner une idée sur le pourcentage que vous avez déjà sur votre document. Est-ce qu'il suffit de citer, reformuler et combien de phrases pour éviter le plagiat? Donc, je voudrais vous confirmer que si vous gardez une trace de vos sources, pendant que vous faites des recherches et que vous prenez des notes pour votre article, assurez-vous d'enregistrer la source de chaque information. Et c'est pour cela qu'on a fourni Mendeley, pour vous aider à tracer vos sources, à enregistrer vos sources et à les utiliser à tout moment durant votre processus de recherche. Donc, la citation et la paraphrase. Donc, lors de la rédaction de votre article, si vous souhaitez partager une idée ou bien une information d'une source, vous devez soit paraphraser ou bien citer. Donc, il y a j'ai déjà partagé sur le chat des astuces sur comment éviter le plagiat et aussi par plusieurs auteurs sur Elsevier, le site d'Elsevier. Donc, si vous pouvez consulter aussi ce lien pour plus d'informations. Rassurez-vous que vous êtes en train de citer la source originale. Donc, chaque fois que vous citez ou paraphrasez, vous devez inclure une citation dans le texte ou une citation de note de bas de page qui identifie l'auteur original. C'est très important de citer l'auteur original. Pour le pourcent. Oui, bien sûr. Merci, je m'excuse. Pour préciser, pour la partie logicielle, vous avez bien cité, c'est-à-dire pour les institutions, au niveau de chaque institution, c'est-à-dire le centre de recherche scientifique et technique de chaque pays, il y a un logiciel. Au niveau du Maroc, j'ai cité tout à l'heure dans la présentation qu'il y a un logiciel, à condition bien sûr que le chercheur il est obligé de s'inscrire à ce logiciel, parce que si le chercheur ne vérifie pas son travail à travers le logiciel anti-plagiat, c'est-à-dire le logiciel anti-plagiat doté, c'est-à-dire dont détient le CNEST, c'est l'encadrant qui fait ce travail-là. Il prend la recherche et la soumet à nous, au logiciel anti-plagiat.
une autre question, c'est-à-dire à l'université Mohamed V, à travers le CNRST, ils ont un logiciel pour tout le Maroc, c'est-à-dire toute l'université de Maroc, ils peuvent checker les travaux, des recherches à travers ce logiciel-là qui est constamment mis à jour. Pour le taux de plagiat, il est important de noter que l'usage de paraphrasing est aussi peut être considéré comme plagiat parce que le chercheur, il modifie la composition de mots dans une citation, sachant que le logiciel ne pourra pas la détecter. Eh ben, le logiciel il est mis à jour de façon à ce qu'il peut composer une citation à partir de plusieurs mots dispersés dans une citation donnée, dans un paragraphe, dans une phrase et tout. Donc, il faut faire très, très attention. Merci, Nadine. Merci, Camille, merci. Et selon la Convention, une similitude de texte inférieure à 15% est généralement acceptable par les revues et une similitude de plus de 25% est considérée comme un pourcentage élevé de plagiat. Mais même en cas de similitude de 15%, si le texte correspondant est un bloc continu de matériel emprunté, il sera considéré comme un texte plagié présentant un problème, bien sûr, majeur. Donc, veuillez consulter les logiciels de plagiat dont Kaïm vient de mentionner pour chaque institution. Inscrivez-vous pour tracer et avoir une idée sur le taux de plagiat que vous avez déjà sur votre document avant d'avancer. Pardon, j'ai une petite remarque pour nos chers chercheurs, c'est que la base de données Scopus contient plusieurs revues indexées. Ces revues-là, ils sont revues par les pairs, reconnues d'une authenticité, d'une exactitude, c'est-à-dire unique et internationale. D'ailleurs, je peux évoquer l'exemple de la revue sur qui a été la revue leader dans la publication scientifique de la recherche sur la COVID et qui figure sur la base de données Scopus et dont les travaux sont reconnus, c'est-à-dire je ne fais pas de publicité, mais c'est à titre d'exemple académique pour dire que en aurant le recours à la base de données Scopus pour l'usage de citations et la vérification de citations de revues, d'articles et de livres, on a la possibilité, c'est-à-dire et on a la certitude que le travail de recherche que nous allons faire et les citations que nous allons évoquer dans nos travaux de recherche sont indexées, authentiques et vont offrir une valeur ajoutée, bien sûr, à notre travail de recherche, présentable à l'encadrant, premièrement, au jury, deuxièmement, et à la communauté scientifique, après, bien sûr, la soutenance. Merci, Nadine. Merci. Merci beaucoup, Karim. Aussi, il y a des questions sur les différences entre Mendeley et Zotero. Donc, il y a des fonctions similaires, mais il y a aussi des autres qui diffèrent de Mendeley à Zotero, comme par exemple la capacité d'enregistrer les PDF de vos sources, aussi les autres fonctions, comme nous venons de mentionner que Mendeley, ce n'est pas seulement un gestionnaire de référence, mais c'est un réseau social qui vous permet de connecter avec des autres auteurs, de créer des groupes, de partager vos idées entre vous, de trouver des collaborateurs sur la recherche que vous allez commencer. Vous pouvez utiliser Mendeley pas seulement pour gérer vos références et vos sources, mais aussi pour intégrer dans la communauté, la communauté scientifique et pour des connexions avec des auteurs dans des autres pays qui travaillent aussi ou qui cherchent dans le même domaine de champ de recherche que les vôtres.
Les étudiants en deuxième année master peuvent utiliser le compte Scopus. Madame Safa, ça dépend sur vous appartenez à quelle institution et si cette institution fait partie du consortium de votre pays. Donc, veuillez m'indiquer le nom et je vais vous aider à propos du Scopus. Maroc, Université Mohammed V. Oui, donc vous avez déjà l'accès de l'abonnement du consortium IMIST, CNST. Donc, veuillez consulter les ressources électroniques sur le site de l'IMIST. Je pense que vous devez aussi avoir un compte sur l'IMIST pour... Pardon? Oui, pardon, oui, oui, Nadine. Karim. Oui, pour l'accès à la base de données Scopus via l'IMIST, pour les étudiants, c'est-à-dire en master, c'est-à-dire qui ne sont pas en doctorat. Pour les étudiants, pour les étudiants qui ne sont pas en doctorat, ils peuvent bien sûr partir au CNRST et s'inscrire à la bibliothèque EMIST. Et à travers cette inscription-là, ils auront le droit à utiliser la bibliothèque, c'est-à-dire avoir les livres sur place, et aussi consulter les bases de données Scopus, bien sûr dans les auditoriums, c'est-à-dire de la bibliothèque, c'est qui partent sur des machines, sur des PC, et qui ont un accès direct. Ils peuvent consulter la base de données Scopus ouverte via l'IMIST, télécharger les articles, les revues et les imprimer pour leurs travaux de recherche. Pour les étudiants doctorants, ils peuvent aussi s'inscrire à la bibliothèque de l'IMIST et avoir un accès à la solution e-ressources qui leur permet d'accéder à la base de données Scopus et d'autres solutions via Internet à travers un nom d'utilisateur qui est l'email institutionnel de l'université um5.ac.ma et un mot de passe fourni par l'IMIST après inscription à la bibliothèque EMIST. Merci. Madame Sadia, elle demande, est-ce que le fait de rassembler un ensemble de définitions et les reformuler avec ton propre style pour avoir une définition complète et aussi plagiat, en fait, Madame Sadia, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par paraphrase ou paraphrase, c'est de prendre note de plusieurs sources et les rassembler ensemble et les reformuler avec votre propre style. C'est ça le paraphrase juste qui ne sera pas considéré comme plagiat. Donc, oui, ça, c'est pas plagiat. C'était la dernière question. Donc, merci pour votre participation. Merci pour tous. Merci, Karim, pour ta présentation, pour vos réponses aux questions. Nous encourageons toujours les chercheurs actifs dans le communauté scientifique à se connecter avec nous, à nous envoyer des emails, nous envoyer des messages, à participer à ces webinaires, à même participer à des exercices et des jeux qu'on va lancer très, très prochainement pour faciliter le renseignement sur les différents outils, les différentes thématiques de la recherche scientifique. Merci tout le monde. Karim, à toi la dernière parole pour conclure. Merci beaucoup Nadine. Merci à Elsevier pour m'offrir bien sûr cette occasion de présenter un thème qui est un thème très très important pour la recherche académique, c'est-à-dire le plagiat, et pour aussi lier, c'est-à-dire l'effort d'éviter le plagiat par l'usage d'outils performants et outils très très importants qui est un outil de référencement et réseau social, c'est-à-dire Mendeley, logiciel très très important, très ergonomique et très facile à utiliser, doté d'une communauté scientifique. Bien sûr que les chercheurs en sciences dures et aussi en sciences médicales
et de santé et de vie peuvent en bénéficier à travers la recherche de bourses, de fonds de recherche et de travaux collaboratifs avec d'autres chercheurs dans des universités prestigieuses. Et aussi l'usage de la base de données qui contient d'immenses publications, d'immenses ouvrages. C'est une occasion pour moi en tant que chercheur au cycle doctoral de l'université Mohamed V de partager avec l'ensemble de la communauté académique, c'est-à-dire marocaine et dans le monde, et d'avoir cette occasion, Telsiver, d'être au palmarès des chercheurs qui participent à la diffusion de la connaissance et le respect d'éthique et le partage du savoir et de l'information utile et efficace. Merci encore, Nadine, pour cette occasion. Merci aussi à Elsiver. Merci à vous, chercheurs et, étudiants qui nous suivent via Zoom. Et on aura probablement d'autres occasions, que ce soit à travers moi-même, que ce soit à travers d'autres spécialistes et d'autres chercheurs pour présenter d'autres thèmes avec et sous la présidence, bien sûr, de Madame Nadine Iskander. Merci beaucoup et on se retrouve au webinaire prochain. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.